Oui, donc c'est ça, on va dire bonjour, bonjour la France, bonjour le Québec. On va le faire comme ça, on va le faire le plus naturellement possible. Je vois que les participants rentrent, je vais attendre peut-être que le compteur se stabilise un petit peu. Ça me fait plaisir en tout cas de voir qu'on a beaucoup de monde qui est en train de se joindre. On suscite de l'intérêt avec des appels d'offres sur l'intelligence artificielle et la santé. C'est toujours comme ça. C'est assez sympathique d'avoir cette popularité. Donc, allons-y. Je pense qu'on est pas mal stabilisé. Je me présente, Carole Jabé, directrice scientifique du Fonds Recherche Québec Santé. Je suis accompagnée de mon collègue partenaire Emmanuel Bacry, Bonjour à qui est tous. directeur. Bonjour, bonjour Emmanuel, qui est directeur du Health Data Hub. Directeur scientifique. Donc, Directeur scientifique. Je ne suis pas directeur du... directeur Pardon. scientifique. Excusez, j'ai lu trop vite. Donc, on est tous les deux là aujourd'hui avec toutes nos équipes qui ont travaillé très fort. Puis je dois dire que nos équipes ont vraiment travaillé très fort. Alors, j'aurai l'occasion de les remercier de nouveau, mais je le fais maintenant pour vous annoncer en fait des bonnes nouvelles, hein. Peut-être redonner un petit peu de contexte. Il y a presque 3 ans maintenant de ça, j'avais une première conversation avec Emmanuel, une conversation toute naïve en disant Emmanuel, il y a ce truc qui s'appelle le Health Data Hub en France. Ça a l'air de faire des choses absolument fantastiques pour faciliter l'accès aux données, notamment l'accès aux données de santé, ce qui nous préoccupe beaucoup dans notre milieu. Explique-moi comment ça marche. On essaye de regarder comment on pourrait améliorer nos choses ici au Québec. Et on était dans toute la mouvance de la table nationale des directeurs de recherche pour les Québécois, où on essayait de structurer un petit peu nos entrepôts de données, nos lacs de données et voir à mobiliser cette donnée qui n'a de valeur que si elle est mobilisée. Donc, Emmanuel m'a dit, pas de souci, oui, on a cette chose, on est bien content, tout n'est pas rose, tout ne fonctionne pas idéalement, mais ayons à tout le moins une conversation. Et de conversation en conversation, on a appris de nos points communs, on a appris de nos enjeux communs, puis on a appris aussi de nos différences. Et on s'est dit, ben, comment faire pour que ceci devienne concret et que au-delà de la conversation, on soit et des présentations, et vous vous rappellerez que généreusement, on a eu des présentations du Health Data Hub et de son fonctionnement. On s'est demandé comment tomber dans le pratico-pratique et s'assurer qu'on pouvait passer des paroles aux actes. D'où l'idée d'un concours. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne, en tout cas au niveau des agences subventionnaires, et de se dire, et si on mettait des équipes qui font la vraie job, des équipes de recherche ensemble pour développer ou faciliter le développement, l'amélioration d'outils d'intelligence artificielle en prenant le support des données de santé et regarder un petit peu à travers l'œil de ces équipes-là comment on peut améliorer notre environnement. C'est ça qu'on vous annonce aujourd'hui avec beaucoup de fierté. Je pense qu'on a eu du succès dans cette initiative. Puis je vais laisser la parole à Emmanuel pour donner sa perspective à lui et la suite des événements. Merci, Carole. Donc, moi aussi, je me joins à la joie de Carole, enfin, le fait qu'on ait réussi, effectivement, ces discussions ont porté leurs fruits. On est très, très heureux de s'être associé au Fonds de recherche Québec Santé et que ça ait débouché sur cet appel à projet qui a connu un vif succès et avec vraiment des projets de qualité. Et qu'on ait pu aboutir à cet événement aujourd'hui et qu'on va pouvoir lancer effectivement des projets. Et donc, je remercie aussi, bien sûr, toutes les équipes qui travaillent depuis 3 ans, enfin, pas depuis 3 ans sur l'appel à projet, mais c'est quand même un travail de longue haleine qui a débouché sur cet appel à projet, qui a mobilisé particulièrement les équipes du Hub et les équipes de FRQS. Donc, je vous donne quelques petits rappels sur le contexte de cet appel à projet. Donc, le principe de l'appel à projet était de trouver des projets qui seraient financés, des projets d'intelligence artificielle en santé, qui développeraient des méthodes innovantes et qui, bien sûr, seraient amenés à mobiliser des données de santé dans le cadre de leur exécution. Nous voulions sélectionner 2 projets
lauréats. Donc, c'est ce qui a été fait effectivement. Donc, chacune des équipes lauréats sont en fait des équipes consortium en tout cas entre des acteurs québécois et des acteurs français. Et il peut y avoir plusieurs équipes québécoises avec plusieurs équipes françaises, bien sûr. Mais l'idée était vraiment, bien sûr, que chaque consortium présente un projet qui implique des équipes françaises et des équipes québécoises. Et chacun des projets devant se dérouler sur une période de 18 mois à partir de là, on va signer des conventions et les projets vont démarrer. D'un point de vue du financement, les montants pouvaient aller jusqu'à 75 000 dollars canadiens pour l'équipe Québec et jusqu'à 100 000 euros pour l'équipe France pour chacun de ces projets. Voilà pour un rapide rappel des conditions et voilà, de contexte de cet appel à projet. Et je pense qu'on est prêt pour lancer les premières, la première annonce donc, du premier consortium. Donc, si on peut changer de slide. Donc, on est très content. Je ne vois pas la slide. Ah ben voilà. D'annoncer que donc le premier, alors il n'y a pas de classement, hein, il y a 2 équipes lauréats, il faut bien commencer par une des 2 équipes. Donc le premier, dans l'ordre de passage de ce séminaire, équipe lauréat, donc il s'agit d'équipes réunissant l'Université Laval avec le professeur Arnaud Droit qui lead ce projet pour l'Université de Laval, le docteur Philippe Pibaro pour l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et l'Université Laval aussi, et monsieur Frédéric Precioso de l'Université Côte d'Azur. Et le thème de ce sujet est améliorer le traitement et la prise en charge des patients souffrant de sténose valvulaire aortique, grâce à des modèles prédictifs d'apprentissage. Voilà, toutes mes félicitations pour les heureux lauréats. Et nous avons avec nous Monsieur Philippe Pibaro, à qui je laisse la parole pour présenter ce projet. Merci Emmanuel, merci du fond du cœur. Écoutez, je parle au nom de mes collègues et co-investigateurs de ce projet-là. On est très fiers d'être un des 2 projets lauréats de cette initiative et je tiens à remercier d'emblée le Fonds de recherche Santé Québec et LData Hub pour cette belle initiative. Je pense qu'on aimerait en avoir plus et je pense que vous avez misé sur un secteur qui est très important, l'application de l'intelligence artificielle à la médecine, je dirais, personnalisée. C'est intéressant de travailler avec des données massives, si on veut, mais pour finalement individualiser la démarche diagnostique et le traitement. Donc, je pense que c'est vraiment une approche intéressante, originale et qui mérite d'être supportée. Je suis content que vos organismes nous supportent. Alors, on a une petite vidéo pour commencer la présentation de notre projet par mon collègue et ami Arnaud Droit, qui était, comme Emmanuel l'a mentionné, le porteur de ballon du côté Université Laval. Frédéric Precioso étant le porteur de ballon du côté Université Côte d'Azur. Et donc, Arnaud ne pouvait pas être présent avec nous. Donc, on a une petite vidéo préenregistrée. Ensuite, je vais revenir pour présenter quelques diapositives et vous faire un survol de ce beau projet. Donc, si on peut lancer. Bonjour, je m'appelle Arnaud Droit, je suis professeur de bioinformatique à l'Université Laval et directeur des plateformes de bioinformatique et de protéomique du CHU de Québec, Université Laval. Alors malheureusement, je ne pourrais pas être présent aujourd'hui à cette rencontre, mais c'est avec une très grande joie que j'ai appris que ce projet fut sélectionné dans le cadre du programme bilatéral de recherche collaborative entre la France et le Québec en intelligence artificielle au sein de la santé, supporté par le Health Data Hub France et le Fonds de recherche en santé du Québec. Alors, ce projet, il est né de la collaboration entre 3 équipes de recherche qui sont celles du professeur Philippe Pibaro de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et de Frédéric Precioso, qui est professeur au sein de l'Université de Côte d'Azur de Nice et de moi-même. Alors, ce projet, finalement, a pour objectif de développer des stratégies d'apprentissage automatisées pour déterminer le type, la progression et l'issue clinique des patients atteints de sténose valvulaire aortique, une maladie qui touche malheureusement des dizaines de milliers de personnes chaque année. Alors ce projet est en continuité avec le travail de nos équipes, initié il y a quelques années, qui est le fruit d'une collaboration multidisciplinaire alliant l'intelligence artificielle, la bioinformatique et la santé humaine qui sont au cœur de nos métiers. Encore merci
de nous donner l'opportunité de continuer nos travaux de recherche sur ces thématiques qui participent au développement de la médecine de précision du futur. Je donne maintenant la parole à mes collègues qui vous présenteront l'impact de cette recherche sur les patients. Alors voilà, c'était le petit mot d'Arnaud. Maintenant, on peut remettre les diapositives et passer à la suivante. Voilà, donc en fait, le projet vise la sténose aortique. La sténose aortique, c'est une maladie cardiovasculaire qui est fréquente et grave et qui est en fait fatale en l'absence de traitement. Donc, c'est une maladie qui a un très mauvais pronostic une fois qu'elle est sévère et si on ne la traite pas, heureusement, comme on va en parler, on a des traitements. Mais on en aurait besoin de plus et de meilleurs. Alors, cette maladie, et dans la prochaine diapositive, je le montrerai, mais impose un fardeau considérable sur nos sociétés et nos systèmes de santé. Je vous donnerai quelques chiffres, vous allez voir, c'est impressionnant. Et en fait, il y a pour l'instant aucune méthode qui prend en compte l'ensemble des données disponibles qu'on vient collecter en clinique et qui nous permet d'avoir un processus décisionnel unique. Donc, dans ce projet, on essaye d'apporter par les outils d'intelligence artificielle et avec des experts dans ce domaine-là, une solution efficace à ce problème d'interprétation, d'intégration des données que l'on collecte en clinique pour aboutir à ce processus décisionnel de diagnostic et thérapeutique. Alors, nous visons le développement de méthodes qui sont faciles à utiliser puisqu'elles sont basées sur des données qui sont habituellement collectées lors d'un examen cardiologique du patient et auxquelles nous avons déjà accès. Donc, les bases de données et d'images et de matériel sont déjà disponibles et des méthodes qui sont faciles à interpréter puisqu'on veut offrir à terme un outil de visualisation et d'interprétation des résultats et surtout, on veut offrir une solution qui est individualisée. Notre but final, c'est d'amener à une meilleure personnalisation de la médecine des patients qui sont atteints de maladies valvulaires cardiaques. Donc, évidemment, ça permettra un transfert, parce que, in fine, c'est ça qui est important, c'est un transfert des connaissances vers la pratique clinique qui sera rapide et efficace. Alors, prochaine diapositive. Alors, quelques chiffres sur la sténose aortique. La sténose, donc ce rétrécissement de la valve aortique, est une des 4 valves du cœur, à la sortie du cœur, à la base de l'aorte. C'est la deuxième cardiovasculaire la plus fréquente après la maladie coronarienne et l'hypertension. Donc, c'est très fréquent et au niveau mondial, c'est même la numéro 1 dans le domaine cardiovasculaire. Environ proche de 10 millions, 9,5 millions de personnes souffrent de sténose à travers le monde et ce nombre devrait tripler d'ici 2050, doubler d'ici 2030, tripler d'ici 2050 en raison du vieillissement de la population et d'autres facteurs. Et à ce jour, c'est assez consternant, mais il n'existe aucun traitement pharmacologique, donc il n'y a aucun médicament qui permet de ralentir ou bloquer la progression de cette maladie. Il y a des travaux qui sont faits là-dessus et nous pensons que le projet dont nous discutons aujourd'hui va pouvoir amener ou accélérer cet accès au traitement pharmacologique. Mais pour l'instant, le seul traitement qui est disponible lorsque un patient va développer une sténose sévère et des symptômes, c'est le remplacement de la valve défaillante de façon chirurgicale ou maintenant par voie percutanée, par cathéter au moyen d'une prothèse valvulaire. Et donc, cette maladie est directement responsable d'environ 125 000 décès et 350 000 procédures de remplacement par année au niveau mondial. Bon, ce n'est pas un portrait complet du monde parce qu'il y a des pays pour lesquels on n'a pas de données, mais et le coût d'une procédure, donc un remplacement valvulaire aortique, se situe entre 20 000 et 90 000 euros. Et bon, si vous voulez l'avoir en dollars canadiens, vous multipliez à peu près, je pense, par 1,4. Donc, vous voyez qu'on peut apprécier le fardeau considérable, énorme de cette maladie. Donc, on se doit de faire quelque chose, surtout que ça va aller juste en augmentant de façon exponentielle. Alors, prochaine diapositive. Donc, les défis sont les suivants. Tout d'abord, il y a peu ou pas de biomarqueurs et de stratégies qui permettent d'identifier le moment optimal
pour intervenir dans le traitement de la maladie. Et tout est une question de timing. Les Anglais disent souvent « timing is everything », mais c'est très vrai dans le domaine de la maladie valvulaire. Il faut intervenir, il faut faire la procédure de remplacement valvulaire au bon moment. Trop tôt, ce n'est pas bon. Trop tard, ce n'est pas bon non plus. Donc, il est urgent d'optimiser et individualiser cette décision concernant le moment opportun, et pas juste le moment opportun, mais aussi le type de remplacement qu'on devrait utiliser pour un patient donné, parce que maintenant, on a plusieurs options, chirurgicales, percutanées, et pour chaque catégorie, plusieurs types de prothèses qu'on peut utiliser. Et donc, ce projet en particulier propose de développer et d'appliquer des approches d'intelligence artificielle de pointe afin d'améliorer cette médecine personnalisée dans le traitement de la valve aortique. Le deuxième gros objectif, c'est en s'aidant encore une fois de ces outils de pointe en intelligence artificielle, de déterminer les phénogroupes de sténose aortique. Parce que dans la pathophysiologie de la sténose aortique, il y a plusieurs formes de maladies, et en particulier les femmes n'ont pas exactement la même forme de maladie que les hommes. Et donc, on sait qu'il y a plusieurs phénogroupes, et on sait d'emblée que le principe de one drug fits all, c'est-à-dire un médicament pour tout le monde, ne fonctionnera pas dans la sténose aortique. On ne sait pas laquelle va fonctionner, mais on sait qu'il va nous falloir plusieurs médicaments pour adresser les différents phénogroupes, les différents phénotypes de maladies. Et donc, on va utiliser l'intelligence artificielle pour faire du clustering, pour identifier les différents phénogroupes, et à partir de là, cela nous permettra, dans le futur, éventuellement, de mieux guider le type de traitement pharmacologique qu'on va utiliser dans les différents phénogroupes de patients. Alors, on peut passer à la prochaine diapositive. Et là, c'est un grand plaisir et un honneur pour moi de passer le relais à mon ami Frédéric Pressoso, qui est donc professeur à l'Université Côte d'Azur et à l'Institut Intelligence et Données, et qui est lui, moi je suis plutôt, j'apporte dans l'équipe le côté clinique, et bon, Frédéric et Arnaud, c'est le côté intelligence artificielle. Et donc, Frédéric va vous décrire les deux objectifs et relativement brièvement la méthodologie qu'on va utiliser. Frédéric, c'est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Donc, je me joins au milieu de la présentation, mais à mes collègues pour remercier le FRQS et le Health Data Hub pour le financement de ce projet. Pour paraphraser Philippe, le financement est aussi timely par rapport au projet, parce qu'en fait, les schémas que vous avez sur cette slide-là et sur la slide suivante sont des schémas qu'on a définis ensemble avec Philippe et Arnaud avant la demande de financement. C'est un projet au long cours que l'on a construit à partir de données réelles. Il y a deux façons de faire de l'analyse de données. Les deux façons se valent. Je construis un modèle et j'essaye de l'adapter à différents problèmes et de voir quel problème il peut répondre. Ou bien on part d'un problème réel, même plus, et on essaye de construire les modèles qui vont permettre de répondre à cette question. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec Arnaud et Philippe dans cette discussion-là. Ce qui explique les schémas un peu complexes, c'est-à-dire qu'on a vraiment essayé à trois d'essayer de construire l'intelligence artificielle, les solutions d'intelligence artificielle, les algorithmes qui vont permettre de répondre aux questions médicales, thérapeutiques que Philippe posait sur la pathologie. Et Philippe, sans être expert d'IA, a complètement dirigé les constructions d'algorithmes pour que ça corresponde aux attentes qu'il avait de ce qu'une aide à la décision pouvait apporter. Donc, on a un premier objectif, comme l'a dit Philippe, qui est ici d'essayer de trouver le bon timing dans la thérapie et donc de caractériser le plus tôt possible quand est-ce qu'il faut intervenir et à quel horizon il faut intervenir pour un patient ou une patiente en fonction d'un certain nombre de données. Comme je l'ai dit, le projet a commencé avant cette soumission de demande de financement avec différentes ressources, différentes personnes qu'on avait dans nos équipes respectives. Et donc là, on a un premier travail qui est mentionné ici, qui va être soumis très prochainement dans les semaines qui arrivent à un journal de cardiologie, un journal prestigieux de cardiologie, où on a commencé à faire ce travail-là, mais on n'a pas apporté la réponse finale. On a un premier modèle qui permet de commencer à entrevoir des solutions et même à voir qu'est-ce qui nous manque pour aller vers une vraie solution. Et c'est ce qu'explique le schéma ici. Un des enjeux de ce projet-là dans la collaboration, c'est la diversité des données en entrée que l'on souhaite prendre en compte pour essayer de prendre la majeure partie des facteurs disponibles potentiels qui peuvent impacter la maladie. Et donc là, dans ce premier objectif, c'est décider le plus tôt possible quand est-ce que doit être faite l'intervention
Et donc, on a commencé à travailler à développer des algorithmes qui permettent, à partir des données historiques du patient ou de la patiente, de prendre des décisions au plus tôt. La soumission à une publication prouve qu'on est très, très impliqué, très engagé dans ce projet. Et les personnes qu'on va recruter, à la fois côté canadien et côté français sur ce projet, vont être clés pour pouvoir passer d'une exploration commune à une réalisation commune. Ça va être la même chose sur l'objectif 2 dans la slide suivante, où là, on va se poser la question des clusters, des phénogroupes, comme le disait Philippe juste avant. On a déjà une publication qui vient d'être présentée à NeurIPS 2022, donc une des conférences majeures les plus prestigieuses dans le domaine de l'intelligence artificielle, et où on a déjà proposé une solution innovante pour faire des groupes de données sur des données très hétérogènes, comme on l'avait dans la slide précédente ici. Donc là, l'input data, vous voyez la diversité des données en entrée. Et donc, faire une seule méthode de clustering commune de toutes ces données en même temps, c'était une première. Et donc, on a proposé une première solution. Mais on ne s'arrête pas là. Et c'est aussi pour ça que donc, les personnes recrutées seront essentielles. C'est qu'une fois qu'on a ces phénogroupes, on va voir comment on peut les exploiter. Est-ce qu'on les exploite en considérant que c'est des catégorisations effectives ou est-ce qu'il faut y revenir dessus? Et donc, ça, c'est la suite du schéma après le bloc rouge de la première publication. Et donc, le timing du financement, du soutien de ce projet-là, des deux côtés de l'Atlantique, est vraiment parfait pour nous, du fait de cette exploration qu'on a déjà effectuée sur les données depuis un an et demi. Ça veut dire aussi qu'on a des accords de consortium entre nos deux établissements. Il y a un partenariat privilégié entre l'Université Laval et l'Université Côte d'Azur. Et donc, l'accord pour les accès aux données à distance, etc., est déjà, je pense qu'il a la signature qu'on a travaillé dessus. Donc, le timing est parfait et donc on est ravis de pouvoir vous présenter les résultats qu'on aura dans 18 mois grâce aux forces vives qu'on va pouvoir injecter dans ce projet qui nous tient très à cœur et qui, à notre sens, aura un vrai impact dans le domaine médical. Merci beaucoup Philippe et Frédéric et encore bravo pour avoir été lauréat. Et donc on passe à une séance de questions, pas plus de 5 minutes, mais je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Alors, vous pouvez soit poser par chat, je les relayerai. Emmanuel, en attendant, je veux insister sur un point. Et vous avez vu dans les outcomes qu'on regarde, c'est sûr qu'on s'intéresse aux événements durs, comme on dit dans notre jargon, la mortalité, l'hospitalisation, les accidents cérébrovasculaires. Mais on met beaucoup d'emphase dans ce projet-là sur les points d'aboutissement ou les outcomes centrés sur le patient, parce que je pense que c'est vraiment important. Donc, il va y avoir des marqueurs de qualité de vie, parce que, in fine, c'est ce qui est important pour les patients. Évidemment, on souhaite la survie, la plus longue vie, mais aussi, surtout, la qualité de vie. Donc, cet aspect-là est vraiment enchâssé dans notre projet, de même que toutes les analyses de sous-groupes, et c'est ce que permet très bien de faire l'intelligence artificielle, et c'est finalement l'idée qu'on a derrière, c'est de mieux individualiser, et en particulier de mieux individualiser pour le traitement pour les femmes, pour les minorités, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre projet. Merci pour ces précisions. Alors, y a-t-il des questions dans la salle ou pas? Non, pas de questions. J'ai vu des mains se lever. Ah, pardon, moi, je n'ai pas vu de main se lever. Je suis désolé. Alors, il faudrait que j'aille voir. Ah si, pardon. Alors, je vois. Alors, j'ai peur d'écorcher le nom, je suis désolé. Nyanyu, c'est ça? Nyanui? Oui, c'est bien ça. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si, on vous entend parler un peu fort parce que c'est le bruit un peu, enfin le son est un peu sourd, mais on vous entend. Ah ben, c'est mieux. Mais écoutez, je suis très impressionné par ce travail et ma question a eu une réponse tout à l'heure, c'est comment ce travail sur l'IA est fait pour pouvoir vraiment trouver la solution la plus adaptée par rapport à la diversité au sein de la population. Et Philippe y a répondu tout à l'heure. Je tiens à féliciter ce travail de qualité et à souhaiter que ça puisse continuer et être appliqué à d'autres maladies. Merci beaucoup et félicitations. Effectivement, vous avez raison, c'est un ballon d'essai, hein, ce projet. On commence par la sténose aortique parce qu'on a des données, c'est une maladie qui est importante,
mais il faut l'appliquer après. Une fois qu'on aura un peu le savoir-faire, je pense, et les résultats, ensuite, on va adresser d'autres maladies valvulaires cardiaques, mais cardiovasculaires, cardiométaboliques et ainsi de suite. Hein. Et peut-être un complément de réponse côté IA, c'est Merci. justement l'objectif de prendre en compte la maximum de diversité de données possible, comme on l'a vu sur les slides. C'est aussi avec cet espoir que le diable se cachant dans les détails, peut-être que tel signal, telle source d'information va permettre de discriminer un sous-groupe particulier au sein de la population. Vraiment, l'objectif, c'est cette entrée qui est la plus diversifiée possible et la plus riche possible, comme les utilisent les praticiens et les praticiennes, pour espérer que l'IA arrive à capturer l'essence de tous les petits sous-groupes. C'est vraiment… et c'est un défi en IA, parce que l'hétérogénéité des données, de la dynamique, etc., est vraiment riche, pour ne pas dire complexe. Alors, on a le temps pour une deuxième question qui a été posée dans le chat, question de Ségolène Aimé. Est-ce un objectif de diminuer les interventions chirurgicales? Alors, pas nécessairement, mais indirectement, oui. Parce que si le deuxième objectif qui vise à identifier les phénogroupes, c'est vraiment dans l'esprit ou l'objectif de éventuellement développer des pharmacothérapies qui vont pouvoir ralentir la progression de la maladie et de façon vraiment individualisée pour chaque patient. Et donc, en ralentissant la progression de la maladie, on espère que chez beaucoup de patients, on va pouvoir carrément éviter l'intervention, qu'elle soit chirurgicale ou percutanée. Par ailleurs, le premier objectif qui vise notamment à déterminer quel est le moment le plus optimal pour intervenir vise aussi à voir quel est le type d'intervention le plus optimal. Donc, il est possible que certainement, ces algorithmes vont nous permettre d'identifier quel patient serait mieux servi par une intervention percutanée qu'on appelle le TAVI, versus une chirurgie. Mais chez certains patients, par contre, ça pourrait être l'inverse, c'est-à-dire que la machine pourrait nous guider plutôt vers une chirurgie qu'une intervention percutanée, parce que dépendant encore une fois du phénotype, de l'anatomie, du type de maladie, ce n'est pas toujours l'intervention percutanée qui est certes la moins effractive, mais ce n'est pas toujours la meilleure en termes de résultats cliniques, de longévité et de qualité de vie. Donc, on veut vraiment individualiser, personnaliser et optimiser la stratégie de traitement, qu'elle soit pharmacologique ou interventionnelle, et le moment de ce traitement pour chaque patient. Merci beaucoup. On va arrêter la séance de questions ici. Encore toutes nos félicitations de la part de FRQS et le Data Hub. Et bon courage pour la suite. De toute façon, on est amené à se revoir. Donc, on va continuer. J'ai la joie de vous annoncer le second projet lauréat, si on peut avancer dans les slides. Voilà, donc c'est le second consortium lauréat qui réunit l'Université de Montréal et le CHU de Sainte-Justine avec Annick Bérard, l'Université de Laval avec Audrey Durand et l'Université Paul Sabatier Toulouse 3 avec Justine Bénévent. Et le sujet de ce projet est prévenir les risques de malformations congénitales en limitant l'exposition des femmes enceintes aux médicaments tératogènes grâce au machine learning. Et nous avons la chance d'avoir avec nous donc Audrey Durand qui va présenter ce projet, et toutes nos félicitations aussi à votre consortium. Je vous laisse la parole. Oui. Oui, en fait, c'est Annick qui démarre la présentation. Ouais. Je vais prendre le relais un peu plus tard. Alors, Annick Bérard, toutes mes excuses. À vous. Il n'y a pas de souci. Non, j'étais en défense de thèse, alors je me sauve brièvement. Alors, écoutez, un grand merci encore. Alors, vous ne me voyez pas pour une raison que j'ignore, mais bon, ça ira. Alors, un grand merci au Helpdesk. On vous voit, vous nous voyez, c'est très bien. Alors, notre projet est un projet Université de Montréal, le CHU Sainte-Justine, mais également avec l'Université Laval à Québec et l'Université Paul Sabatier Toulouse 3.
ainsi l'Institut de l'intelligence et données de l'Université Laval, CERPOP, une unité INSERM à Toulouse, et l'Institut de la recherche en informatique de Toulouse. Alors aujourd'hui, ma collègue, Dr. Christine Damas-Michel, qui devait présenter la portion toulousaine, du moins pour le Real World Data, ne peut être avec nous aujourd'hui. Alors, ce sera sa collègue, Dr. Justine Bénévent, qui prendra le relais. Alors, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est si nous ne pouvons pas utiliser le machine learning pour mieux identifier et surtout identifier plus rapidement les médicaments qui sont phétotoxiques durant la grossesse. Alors, on appelle ça le programme de recherche in utero. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pourquoi in utero? Bon, on connaît très bien la catastrophe de la thalidomide des années 1960, où un médicament, la thalidomide, était donné pour traiter des nausées, vomissements de grossesse durant l'organogenèse, durant le premier trimestre de grossesse. Et 9 mois après l'entrée sur le marché de la thalidomide, on a vu la catastrophe, justement, de tous ces patterns de malformation qui arrivaient chez les enfants, qui avaient été finalement exposés à ce médicament-là, mais de manière in utero. Alors, de plus en plus, on comprend très bien que les médicaments qui sont utilisés chez la femme enceinte, alors il faut ne pas oublier que plus de 75% de nos femmes enceintes prennent un médicament pour lequel il y a très peu d'évidence sur l'innocuité, sur les risques associés au médicament, dû en grande partie parce que les femmes enceintes sont exclues de la plupart des essais cliniques randomisés pré-marketing. Alors, il est essentiel de vraiment identifier ces médicaments-là le plus rapidement possible. Jusqu'à maintenant, présentement, sans l'IA, ça prend environ 10 ans pour identifier un médicament qui est phétotoxique. Alors, vous pouvez juste imaginer le nombre de femmes enceintes qui y sont exposées par inadvertance. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, l'objectif du programme in utero est d'utiliser 2 cohortes de femmes enceintes et d'enfants qui ont été mis sur pied avec des données de la vie courante, alors des real-life data. 2 cohortes mère-enfant, une qui est à Toulouse, la cohorte éphéméris, et une qui est à Montréal, mais qui inclut toutes les grossesses qui ont eu lieu de 1998 à 2022 au Québec. Et comment utiliser ces 2 grandes banques de données-là de manière simultanée? C'est en utilisant l'apprentissage fédéré. Justement, oui? Ah, d'accord, j'entendais quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je vous entends très bien, allez-y. Ah, d'accord, j'entendais quelqu'un dans le background. Alors, donc, qu'est-ce qui est essentiel? C'est d'utiliser ces modèles IA-là parce qu'on a du big data, mais nos données ne peuvent pas partir de Montréal et ne peuvent pas partir de Toulouse. Alors, comment faire pour préserver la confidentialité tout en utilisant l'IA? C'est vraiment par l'apprentissage fédéré. Alors, l'objectif global du programme in utero est d'identifier des profils de femmes enceintes à risque d'avoir un nouveau-né avec une malformation congénitale le plus rapidement possible. On peut imaginer que notre focus, évidemment, c'est sur la médication. Alors, on aimerait être proactif et non réactif. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, de la manière que la présentation va suivre, c'est que moi, je présenterai les données que l'on a déjà du Québec. Le docteur Bénévent présentera la cohorte toulousaine, éphéméris, et ma collègue, docteur Durand, finira avec la présentation de nos modèles fédérés et de deep learning. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la cohorte des grossesses du Québec, elle a été mise sur pied il y a belle lurette, mais à la base, avec un jumelage de nos grandes banques de données. Alors, on a la banque de données de la RAMQ, qui est une banque de données de tous les services facturés au régime universel d'assurance médicaments du Québec. Il faut comprendre que le système de santé au Canada est universel, mais est géré par les provinces, ce qui fait qu'on a 10 modèles de
modèle universel de santé au Québec, puisqu'on a 10 provinces. Alors, les données de la RAMQ nous donnent tout ce qui est facturé en ambulatoire, les codes, les diagnostics, mais également les médicaments pour environ 30 de la population québécoise, parce que depuis 1997, l'assurance médicaments est obligatoire au Québec, mais doit être assumée par les employeurs ou les familles. Les familles avec un emploi rémunéré. Ce qui fait que nous, si on s'intéresse aux médicaments, on va aller chercher les médicaments de ceux qui sont couverts par la RAMQ pour ceux-ci. Maintenant, on a jumelé avec les banques de données d'hospitalisation, c'est en fait les archives médicales, les dossiers médicaux, pour ensuite jumeler nos données avec les données de l'Institut de la statistique du Québec. En fait, c'est les certificats de naissance et, quand il y a un enfant, bien évidemment. Ça nous donne également, l'ISQ nous donne également l'âge gestationnel et le poids à la naissance, qui n'est pas banal lorsqu'on étudie l'effet de tout ce qui se passe en grossesse sur l'enfant. Alors, avec ces 3 grandes banques de données-là que l'on a jumelées, on a présentement des données sur environ 650 000 grossesses, 492 000 enfants de 98 à 2021. Alors, on a un suivi longitudinal de jusqu'à 24 ans. On a des enfants qui sont nés dans la cohorte, qui commencent à avoir des enfants présentement. Et avec toutes ces données-là, les 3 grandes banques de données qui nous arrivent vraiment en vrac, on a créé des algorithmes pour aller identifier la première journée de grossesse, l'année, tout ce qui s'est passé avant cette première journée de grossesse-là, jusqu'à la fin de grossesse. Et s'il y a un enfant, je m'excuse, il y a un peu un déplaçage avec la diapo, mais s'il y a un enfant, on suit l'enfant et avec les mêmes données que vous avez en haut de notre grande banque de données, là, jusqu'en 2022. Pour le programme In Utero, on va arrêter notre suivi jusqu'à 2 ans pour être harmonisé avec la cohorte toulousaine. Alors, je demanderai maintenant à ma collègue Dr Bénévent de présenter la cohorte éphéméris. Oui, bonjour à tous. Merci de me recevoir. Merci pour ce financement. Donc, moi, je remplace Christine Damas-Michel qui s'excuse parce qu'elle ne peut pas être présente. Et je vais vous présenter la cohorte éphéméris, la cohorte toulousaine, qui va être utilisée pour la partie française de ce projet. Donc, éphéméris, ça signifie évaluation chez la femme enceinte des médicaments et de leurs risques. C'est une cohorte qui a été mise en place en 2004 et qui inclut l'ensemble des grossesses en Haute-Garonne, donc qui est dans le sud de la France, en Haute-Garonne. Et donc, pour ces grossesses, on va croiser différentes sources de données, un peu comme pour la cohorte québécoise. On croise des données provenant de l'assurance maladie, on croise des données provenant de la protection maternelle et infantile, des données venant du CPDPN, du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, et des données hospitalières, du programme de médicalisation des systèmes d'information. Et donc, par le biais de toutes ces sources, en fait, on dispose de données exhaustives sur l'ensemble des grossesses en Haute-Garonne. On a, concernant la grossesse, l'ensemble des médicaments qui sont remboursés, prescrits et remboursés aux mères pendant leur grossesse, ainsi que des données médicales et administratives sur la mère. Et ensuite, on dispose de l'ensemble des issues de grossesse qu'on prend dans différentes sources qui peuvent être malformations pour le CPDPN ou issues de grossesse que l'on a via les certificats à la naissance qui proviennent de la PMI. Et ensuite, donc, on a l'ensemble de ces informations sur le suivi des enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 2 ans. Et actuellement, on dispose de près de 170 000 couples issus de grossesse dans la base de données. Voilà, merci beaucoup. Merci, Justine. Alors, Audrey, c'est à ton tour. Oui, donc moi, je vais vous présenter brièvement l'approche qui va être utilisée dans le projet. Et c'est une approche qui va s'appuyer sur un apprentissage fédéré de représentation profonde. Donc, vous pouvez voir sur le schéma à partir de la gauche que les données de la mère et de l'enfant, on va les utiliser pour apprendre ce qu'on appelle des représentations, donc respectivement pour la mère et pour l'enfant. Et en profitant du fait que les données sont bien alignées dans le temps, on va viser également à apprendre une représentation
des interactions entre la mère et l'enfant, donc comment ces données-là, elles ont évolué conjointement. Et tout ça ensemble, ça va constituer ce qu'on va appeler la représentation patient. Donc là, je n'arrête pas d'utiliser le mot représentation et il y en a probablement plusieurs parmi vous qui n'ont aucune idée de ce que ça signifie. Donc, concrètement, dans des mots simples, une représentation, c'est quoi? Bon, on peut voir ça comme un ensemble de chiffres assez compacts, beaucoup plus compacts que les données originales, qui vont venir contenir l'information qui va être suffisante, nécessaire pour accomplir une tâche d'intérêt. Donc, la représentation, on va l'apprendre dans un but, donc conjointement avec une tâche. Et notre tâche ici, ça va être quoi? Mais ça va être une tâche de prédiction de l'occurrence de malformations congénitales chez les nouveau-nés. Donc, on va venir, par notre apprentissage de représentation, extraire les informations des données qui nous permettent donc de faire ces prédictions-là. Et on va dire que les représentations, elles sont profondes parce qu'on va venir les apprendre avec des modèles de réseaux de neurones profonds. Donc, on peut changer de diapo. Donc, comme les données vont provenir de deux endroits, soit la France, donc à Toulouse, et du Québec, on va viser à apprendre deux modèles de représentation, c'est-à-dire un modèle par endroit, qui va être bien adapté aux données de l'endroit en question, parce qu'on peut s'imaginer que les médicaments prescrits en France ne sont pas nécessairement les mêmes que les médicaments prescrits au Québec et que les environnements dans lesquels les femmes évoluent sont aussi probablement différents. Donc, on va vouloir, plutôt que d'avoir un modèle global, on va vouloir un modèle qui est spécifique aux données de l'endroit. Cependant, le but ici, c'est également de tirer avantage de tout l'ensemble de données disponibles aux deux endroits. Donc, c'est ce qu'on va venir faire en effectuant notre apprentissage de représentation de manière fédérée, c'est-à-dire via un partage des paramètres internes des modèles de représentation appris de chaque côté, plutôt que par un partage des données explicites. Donc, autrement dit, le modèle de représentation de patients qu'on va apprendre pour la France ne verra jamais les données du Québec et vice-versa, mais les deux modèles vont pouvoir se voir entre eux et s'inter-influencer dans leur apprentissage. Donc, en procédant comme ça va nous permettre de préserver la confidentialité des données tout en venant tirer avantage de l'ensemble des données, puisque les informations importantes extraites des données devraient se retrouver normalement dans les modèles de représentation. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, pour terminer, on a bon espoir avec ça, si tout se passe bien, que les modèles construits à l'aide de ces méthodes-là qui sont très actuelles et qui vont être appris sur des données qui sont très riches pourraient nous permettre d'identifier les femmes enceintes à risque de donner naissance à un enfant affecté par une malformation congénitale et par une analyse approfondie des femmes qui vont être visées par ces prédictions-là à risque, possiblement identifier de nouveaux médicaments tératogènes. Donc, plus encore, c'est une identification qui devrait être effectuée beaucoup plus rapidement que ce qui est réalisable actuellement. Donc, on a des belles perspectives d'impact avec ce projet-là. Merci, félicitations encore. Merci à toutes les trois. Donc, on a aussi une petite séance de questions. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez lever la main, envoyer la question par chat. Alors, il y a... Non. Oh non, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que Ségolène Aimé lève la main. Ah, moi, je ne vois pas. Alors, Ségolène, allez-y, si c'est le cas. Ou alors c'est une main résiduelle. Ah, c'est peut-être une main résiduelle. S'il y a une question, alors, c'est toujours Nian Nui. J'espère que j'écorche toujours pas votre nom. Je suis désolé si c'est le cas. Non, pas de souci. Vous le faites très bien. Félicitations à l'équipe de cette belle combinaison entre les chercheurs et l'IA. Ça m'impressionne beaucoup. Et j'aimerais savoir où en sont les premiers résultats, quels sont les premiers résultats, s'il en est, et quand est-ce que les premiers résultats vont sortir. Parce que l'idée de cette interaction qui permet de protéger les données, la confidentialité des données de deux côtés, tout en permettant aux deux d'apprendre, de s'interéchanger, cet apprentissage fédéré, je ne connaissais pas.
Je suis curieux de voir l'issue de ce travail-là et je pense que c'est honnêtement quelque chose qui est réplicable dans une interaction entre plusieurs pays. Et merci beaucoup et félicitations à l'équipe pour ce travail. Alors, si je peux répondre, effectivement, qu'est-ce qui prend habituellement beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, c'est vraiment de mettre sur pied les cohortes. Les 2 cohortes sont déjà faites, les données sont obtenues, les algorithmes également de définition de variables ont été définis, ont été utilisés. Alors ça, déjà, on part déjà très loin dans le processus. Maintenant, dans le domaine du real-world data, dont nous sommes présentement, on fait du big data depuis des lunes. Alors, ça fait très longtemps qu'on fait ça. Sauf que là, on va pour la première fois d'utiliser des cohortes sur 2 sites différents pour justement augmenter l'efficience et la rapidité des résultats. Pourquoi? Parce que dans le real-world data, c'est toujours ce problème-là qu'on fait face, c'est-à-dire qu'on a des cohortes, des données brutes de santé qui ne peuvent pas sortir d'un site, ne peuvent pas être partagées. Alors, on a espoir que déjà à l'été prochain, on va avoir des résultats, mais je veux dire, ce sera des résultats préliminaires, mais je pense qu'à l'été prochain, déjà, on aura des résultats. Merci. Alors, pendant votre réponse, il y a eu plein d'autres questions qui se sont posées sur le chat. Donc, première question, dans la cohorte éphéméris, comment les différentes sources de données ont-elles été chaînées entre elles? Alors, je vais peut-être répondre. Enfin, est-ce que je me demande si vous m'entendez bien parce que c'est vrai que on m'indique que j'ai une connexion instable. Oui, les données sont chacune pseudo-anonymisées de la même façon par les différentes sources et elles sont chaînées ensuite sur l'identifiant pseudo-anonymisé. Mais nous, dans Ephemeris, on a déjà toutes les données chaînées ensemble avec un numéro d'identifiant anonymisé. Merci. Deuxième question de Kevin Nodin. Le but du projet est-il donc plus exactement d'identifier les médicaments tératogènes? En fait, tératogène, oui, disons phétotoxique, parce que des mamans qui sont enceintes, des femmes qui sont enceintes à risque d'avoir un enfant avec une malformation congénitale. C'est vrai qu'on peut être à risque dû à notre condition physique, notre indication, nos comorbidités, mais le plus souvent qu'autrement, ces comorbidités-là sont traitées avec des médicaments. Alors, oui, c'est comme un tout. Une femme à risque, on identifie le médicament en premier lieu, effectivement. Une question de Ségolène Aimé. Quelles sont les variables dont vous disposez pour définir le phénotype des enfants? En fait, le phénotype, on n'a aucune donnée. Je vais parler pour l'accord des grossesses du Québec. Je pense que c'est assez semblable à Toulouse. On n'a aucune donnée génétique de l'enfant et de la famille, sauf qu'on a son historique de comorbidité et aussi, étant donné qu'on a un suivi sur plusieurs années, on a quand même des familles où il y a plusieurs enfants. Et donc, on a l'historique également familial des frères, des sœurs et des parents. Merci. Alors, les questions fusent là maintenant sur le chat. Ça a mis du temps à sortir, mais il y en a plein. Pour l'instant, je saute la question. Il y a une question sur l'appel à projet en général, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je la saute pour l'instant, mais j'y viendrai en conclusion. Là, il y a une question de Julie Boudet-Berquier. Bravo pour ce travail. Est-ce qu'une perspective future existe de travailler avec les registres de surveillance d'anomalies congénitales? C'est quelqu'un de Santé publique France qui vous demande cette question. Alors, je vais répondre oui. Oui, d'ailleurs, moi, j'ai déjà eu je suis présentement à Lyon et j'ai déjà eu des discussions justement avec le registre des malformations ici, là. Et donc, oui, certes. Je veux dire, les cohortes ont été mises en place avec un jumelage de certaines banques de données, mais maintenant, c'est sûr qu'on doit aller chercher des banques de données supérieures, autres, c'est-à-dire à savoir si on veut regarder l'éducation ou l'adaptation sociale, etc. Oui, il y aura un intérêt à aller faire des jumelages supplémentaires.
Merci pour la réponse. Une question de Gabra Nomi. Si je comprends bien, les cohortes des femmes sont couvertes par une assurance publique. Qu'en est-il des personnes couvertes par une assurance privée ou l'employeur au Québec? Comment cela peut affecter les modèles? Alors, Gabra sera l'étudiant au doctorat sur le projet. Alors, merci de nous poser cette question-là aujourd'hui, dans ce contexte-là. Alors, écoute, c'est sûr, en France, la question la couverture est universelle. Exactement. Alors, en France, la question ne se pose pas. C'est au Québec surtout. La cohorte des grossesses du Québec, on a l'information médicaments facturés en ambulatoire seulement pour les femmes qui sont assurées par le régime public d'assurance médicaments. Et c'est pour ça qu'au début, je vous ai dit que la cohorte contient à peu près 30% des informations sur 30% des grossesses au Québec, parce que 70% de nos mamans sont assurées par le privé pour leur assurance médicaments. Alors, c'est sûr que ça n'aura pas d'impact au niveau de la validité interne, parce qu'elles ont un statut socio-économique semblable au Québec, celles qui sont dans la cohorte. Mais au niveau de la généralisabilité, on devra faire un exercice intellectuel là, pour voir quel sera l'impact au niveau de la généralisabilité. Merci. Et une dernière question concernant le projet. Est-ce que la méthode IA dans le projet grossesse a été déjà éprouvée dans d'autres questions de recherche? Alors, Audrey, tu veux répondre? Oui, bien, en fait, les modèles qui vont servir à apprendre les représentations de patients sont des modèles qui existent, qui sont déjà développés par nos collaborateurs à Toulouse. Donc, ce sont des modèles qui vont probablement être améliorés ou modifiés ou adaptés, disons, à la particularité du projet ici. Mais je pourrais dire que la base des modèles, elle existe déjà et ce sont des modèles qui ont été développés pour des données de type mère-enfant. OK, parfait. Bah, voilà qui clôt cette présentation. Félicitations encore à vous. Ah, oui, non, il y a une petite... Non, j'ai rien de... OK, pas d'autres questions. Donc, voilà qui clôt les deux présentations. Félicitations encore aux deux lauréats. Je pense que un grand nombre d'auditeurs vous suivront de près et bien sûr, nous, on va vous accompagner très, très prochainement. Il y a juste peut-être une question que je prends qui concerne l'appel à projet. Carole, sur lequel on peut peut-être répondre de concert. Félicitations aux deux projets sélectionnés. D'un point de vue général, combien de dossiers ont été soumis pour évaluation et envisage-t-on une seconde cohorte, enfin un second appel à projet 2024-2026, je suppose, c'est ça la question. Ça là-dessus, on en discute, mais évidemment, voilà, c'est évidemment un sujet de discussion, mais on a été tellement occupés par ce premier appel à projet que je dois vous avouer qu'on n'a pas encore avancé dans cette discussion-là. C'est évidemment une discussion que nous allons avoir. Sur le nombre de projets soumis, Carole, je me souviens plus si c'est quelque chose de public, si c'est une information publique ou pas. Je ne sais pas, j'avais la même question que toi, donc on ne va pas la donner publique. Je pense qu'habituellement, on ne les donne pas publiques. Voilà, mais on a reçu un nombre de projets tout à fait conséquent, ce qui a occupé le jury de façon tout à fait raisonnable pour pouvoir les départager. Voilà ce que je me permettrai de faire juste comme réponse. Voilà, écoutez, merci encore à tous. Toutes nos félicitations aux deux consortiums lauréats. Carole, je te laisse conclure si tu veux. Merci. Merci d'abord d'un maître de cérémonie d'avoir fait ça de main de maître, c'est le cas de le dire. Donc, belle complicité. Bravo aux lauréats à mon tour. Je ne voudrais quand même pas manquer l'opportunité de les féliciter. Je ne voudrais pas manquer l'opportunité de leur donner des rendez-vous réguliers. On l'a dit, ça émane d'une conversation. Je trouve que ce serait vraiment intéressant d'avoir cette conversation-là, à la fois en termes de comment les projets progressent, les résultats que vous générez. Je pense que c'est des projets qui ont un impact santé possible, très tangible et très parlant. Dans nos travails, on doit souvent convaincre de la pertinence de mobiliser la donnée. Je pense qu'on a deux beaux exemples d'une grande pertinence. Donc, on va vous solliciter, mesdames, messieurs, pour nous aider dans nos représentations.
Quelqu'un me disait dans une conversation à part, mais en même temps, je trouve ça tellement significatif. Bravo pour la démonstration d'intersectorialité. Je pense qu'on a un mélange de disciplines qui contribue incroyablement au succès. En tout cas, je l'anticipe. Donc, bravo pour ça. Merci aux 80 participants qui ont assisté, hein, parce que ça prend aussi du monde qui s'intéresse pour diffuser la bonne nouvelle. Donc, voilà. J'espère qu'on en aura d'autres des bonnes nouvelles, mais j'en suis convaincue, on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc, tenez-vous au courant, s'il vous plaît. Et puis, je finirai en renouvelant les remerciements à nos équipes. Ça a été une belle collaboration, je pense, d'équipe de recherche France-Québec, mais ça a été une belle collaboration d'équipe HDH, FRQS, que j'espère que vous avez aimé ça, mes amis, parce qu'on n'a pas fini. Merci bien.